Bien, celui que nous allons accueillir pour ouvrir cet après-midi a obtenu, vous le savez, en 2010 la médaille Fields, la médaille qui est la plus haute distinction mondiale en mathématiques, qui l'a propulsé ainsi vers parmi les plus grands cerveaux de la planète. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lyon, il est aussi député de l'Essonne et il a été chargé d'une mission par le gouvernement, de deux missions même d'ailleurs, une mission sur l'enseignement des mathématiques et également une mission sur l'intelligence artificielle. C'est de cela d'ailleurs dont il va venir nous parler maintenant, car pour lui, l'intelligence artificielle ne doit pas être vue comme un domaine spécialisé, mais c'est bien l'affaire de tout le monde, c'est donc un peu aussi la vôtre. Merci d'accueillir Cédric Villani. Bonjour Cédric Villani. Alors je le dis tout de suite, notre temps est compté avec vous puisque vous devez repartir à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, pour une audition en commission. On aura un quart d'heure, 20 minutes ensemble pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est l'intelligence artificielle, puisqu'on en entend parler quasiment tous les jours. Quelle est votre définition à vous? Bonjour, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Ma définition, elle va être étonnamment floue pour le mathématicien que je suis, parce que précisément, intelligence artificielle veut dire différentes choses pour différents programmeurs, pour différents techniciens, pour différents ingénieurs. Et on va dire, de façon générale, que c'est un ensemble de techniques et de recettes qui visent à produire des réponses perfectionnées, qui visent à donner des réponses si subtiles qu'on aurait cru a priori qu'elles demandent une intelligence humaine pour être produites. Bon, ça c'est, disons, une définition phénoménologique un peu floue. On peut insister après sur les formes que prend, les stratégies que prennent ces algorithmes, avec plusieurs grandes catégories de stratégies. Certains de ces algorithmes sont basés sur une décomposition de ce que sont les causes et les conséquences, disons une analyse fine du phénomène. Certains de ces algorithmes, et c'est ceux qui jouent le rôle le plus important actuellement, sont basés sur l'apprentissage par l'exemple, sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, mais en étant immergé dans toute une série d'exemples. Le logiciel apprend à distinguer les situations bonnes des situations mauvaises ou à trouver quelle est la bonne réponse. Et d'autres encore sont basés sur une stratégie d'exploration que les humains ne sont pas forcément capables de faire juste par manque de temps. Par exemple, AlphaGo, dont vous avez entendu évoquer les prouesses au jeu de Go, reposait dans sa première version sur une combinaison d'apprentissage par l'exemple, avec des tas de parties de Go faites par les grands maîtres, et d'apprentissage par exploration, où l'algorithme est allé explorer telle ou telle stratégie à laquelle les humains n'avaient pas pensé. Et on voit sur l'exemple de AlphaGo en particulier que l'intelligence artificielle peut être créative au sens où elle découvre des chemins auxquels nous n'avions pas pensé. En revanche, globalement, elle est inefficace au sens où elle demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup d'exemples. AlphaGo, il a eu le temps de jouer des milliards d'années d'équivalent de parties humaines, disons, pour se faire son style. Alors, votre mission, qui doit être rendue votre rapport en janvier, la mission préconise de se concentrer sur des secteurs clés qui sont importants, effectivement. Il y a la santé, la défense, le transport, l'environnement. Et je n'ai pas vu l'énergie. Énergie inclus dans environnement, bien sûr. Quel que soit le découpage que vous adoptez, il y a des choses qui sont contestables. Mais on a choisi de ranger énergie dans environnement aussi pour attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il faut regarder en face le coût énergétique de l'intelligence artificielle. Vous avez là des techniques qui consomment beaucoup en puissance de calcul, qui fonctionne sur beaucoup de redondance, où chaque exemple est étudié des dizaines, voire des centaines de fois, et où on pourrait facilement se laisser aller à une dérive d'ensemble du système si on y prenait garde. Donc en même temps qu'il va s'agir de développer la performance, et ça va être un vrai sujet pour l'Europe d'ailleurs de se mettre à niveau par rapport aux capacités de calcul que les États-Unis et maintenant la Chine ont développées, capacité de calcul, capacité de stockage, capacité de traitement. En même temps qu'on va travailler sur cet aspect, il faudra travailler sur la question de l'économie. Utiliser des architectures qui sont aussi économes que possible, recycler l'énergie, la chaleur dégagée dans les grands centres de calcul, travailler sur les architectures, la forme des processeurs, et ça va faire partie des feuilles de route pour l'avenir.
Dans le cas de la complexification aujourd'hui des systèmes électriques, de leur gestion, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle les aider? Vous pensez que c'est justement dans ce sens de l'environnement que ça peut jouer? Intelligence artificielle peut servir tous les buts que vous souhaitez, tous les buts possibles. Bon ou pas bon d'ailleurs. Bon ou pas bon d'ailleurs, absolument. À travers l'intelligence artificielle, vous recherchez avoir une réponse rapide, ou vous cherchez à avoir une réponse, un traitement automatique de masse, et puis vous cherchez à vous décharger de la responsabilité de faire des tâches qui sont pas marrantes ou juste fastidieuses. Dans un contexte énergétique, l'un des enjeux importants sera d'arriver à orchestrer la mise en œuvre de toutes les différentes sources d'énergie à partir d'informations sur les nœuds d'un réseau, par exemple, qui sont fortement demandeurs et ceux qui sont moins fortement demandeurs, organiser le transfert de l'un à l'autre, apprendre des situations observées pour planifier les situations futures en intégrant des paramètres en quantité et en étant capable de réagir très vite à une échelle qui est plus efficace que l'échelle humaine. De façon générale, il y a des grands principes sur ce qu'on attend de l'IA. On dit que toute tâche que les humains font en 1 ou 2 secondes est accessible au domaine de l'IA parce que précisément, ça ne demande pas une réflexion poussée. Ça demande du réflexe. Ça demande une réaction acquise par l'habitude. Conduire est dans une large mesure une attitude réflexe. Une fois qu'on a pris de l'habitude, qu'on a intériorisé les principes du code, les habitudes de la circulation, on le fait presque en mode réflexe. D'ailleurs, on est capable de le faire tout en discutant, etc. Et vous êtes là face à une tâche qui est automatisable. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile, mais c'est quelque chose dont on attend à moyen terme que ce soit entièrement accessible à un algorithme. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait des conséquences dans tous les secteurs sans exception. Vous avez cité les 4 secteurs qu'on a dégagés comme prioritaires, mais en même temps, on encouragera à l'expérimentation dans tous les domaines. Il y a déjà des expérimentations qui se font dans d'autres domaines, que ce soit dans le droit, avec des questions de justice prédictive, même si c'est un très mauvais mot, il faudra trouver un autre mot, analyse automatique de code au sens loi, auxiliaires pour les avocats et des choses comme ça. Et dans chaque secteur, il y aura des applications à venir. L'intelligence artificielle peut évidemment constituer une arme aux mains de ce qu'on appelle les GAFA pour asseoir leur suprématie aussi dans plusieurs secteurs. On parle toujours d'eux quand on parle d'intelligence artificielle, mais on a toujours tendance à les montrer comme les grands méchants. Est-ce qu'il faut jouer l'opposition ou la coopération avec eux? Et il faut jouer la confrontation responsable. Et évidemment qu'il ne s'agit pas de partir en guerre contre les GAFA. D'ailleurs, j'ai vu à l'entrée une petite pancarte disant Welcome oui, Google. Voilà. Donc, on voit bien que, évidemment, ils sont partout. Ils sont partout et on va travailler avec eux. Il s'agit d'abord de reconnaître qu'ils sont allés plus vite que nous, plus fort aussi dans le processus de concentrer et compiler les données et de se développer. Reconnaître aussi qu'ils arrivent actuellement à attirer certains de nos meilleurs chercheurs, pas seulement avec des questions de salaire, même si effectivement, entre un chercheur en université et un chercheur dans les GAFA, le multiplicatif de salaire va être de 4 ou de 5. C'est pas juste une question de salaire, c'est aussi le fait qu'ils sont capables de fournir à leurs chercheurs plus de facilité que nous, moins de contraintes administratives, plus de liberté en un certain sens. Et ça doit nous interroger sur notre efficacité, notre façon aussi de donner confiance à tous les acteurs. Alors après, évidemment, notre objectif, c'est dans une situation où il y ait de la compétition qui soit non naïve et en même temps dans un respect mutuel. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre, il ne s'agit pas non plus d'agir de façon méprisante envers les GAFA, comme c'est arrivé que la puissance publique le fasse en France ou ailleurs. Il s'agit d'être dans un dialogue réaliste, responsable et ainsi de suite. À titre personnel, dans l'Institut, en tant que président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, je suis à l'origine d'un projet qu'on développe en coopération avec Microsoft, qu'on ajoute parfois aux GAFA pour en faire les GAFAM, et évidemment qu'on a aussi beaucoup de choses à faire ensemble.
On nous annonce toutes sortes de prévisions catastrophiques sur les disparitions de l'emploi liées à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut véritablement faire des prévisions crédibles en la matière ? Ma réponse est, je ne pense pas qu'on puisse faire de prédictions crédibles en la matière. Et on voit qu'il y a une très grande palette de prédictions qui ont été faites, un grand désaccord sur les effets de la vague IA. Je pense rien ne nous empêche d'identifier plusieurs scénarios, de réfléchir aux possibles scénarios catastrophes et scénarios de rêve, et que le plus important est de mettre en place les outils de surveillance de l'évolution du marché, les outils de formation, bien sûr, qui vont avec. La formation est à coup sûr l'un des sujets clés. C'est aussi un sujet frustrant parce qu'il est très dur d'identifier les bonnes pratiques de formation, celles qui sont efficaces, et encore plus d'identifier quels seront les acteurs à qui on va confier cette formation dans une discipline émergente, composite, et où la pratique est extraordinairement importante. On fera un certain nombre de recommandations en ce sens, et on sera attentif à suivre les évolutions. La formation, elle vaut pour les acteurs privés, elle vaut pour les individus, elle vaut aussi pour les institutions publiques. Il y a un véritable enjeu pour les administrations, pour les ministères, de s'enrichir en expertise du point de vue de l'intelligence artificielle. Et comme c'est un sujet qui ne peut pas ignorer le sujet sur lequel elle vient bâtir, c'est un sujet qui se construit beaucoup avec les cas d'usage, les habitudes des domaines, soit parce qu'elles ont besoin de beaucoup de données qui ont été engendrées déjà par le domaine, soit parce qu'elles ont besoin de s'appuyer sur les habitudes des experts du domaine et les chaînes de valeur et de confiance qui sont présentes. Donc c'est un sujet sur lequel il faut que chaque administration intériorise l'expertise. Plutôt que de parler finalement de processus humain contre machine, est-ce qu'il ne faut pas plutôt soigner ce processus entre l'humain et la machine ? C'est absolument ça. La machine au service de l'humain. Et le grand enjeu, et ce qui va être passionnant à voir venir petit à petit, parce qu'il ne faut pas croire que ça va être du jour au lendemain, c'est petit à petit la façon dont les algorithmes pourront aider les médecins dans leur diagnostic, aider les juristes dans l'étude des jurisprudences, aider les équipementiers automobiles à assister les conducteurs quand on aura des systèmes qui ne seront pas complètement dans l'autonomie, mais quelque part entre le tout autonome et le tout humain, qui viendront aider les agences de protection de l'environnement à surveiller et mettre en place les opérations d'économie d'énergie, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels la société est tout à fait prête à voir cette évolution pourvu qu'on pose les bonnes questions, qu'on instruise les débats. Par exemple, la société n'est pas prête à coup sûr à ce que les patients soient confiés à des médecins automatiques dans lesquels vous appuyez sur un bouton et en fonction de votre analyse de données, on vous annonce que voilà, vous confirmez. En revanche, le médecin qui vous dit « voilà, je pense ceci et ceci, j'ai utilisé tel logiciel pour vérifier que je n'avais pas oublié de possibilités et il a détecté ceci, il conseille telle et telle stratégie et j'approuve ce choix parce que ceci et cela ». C'est un enjeu aussi pour le logiciel d'expliquer à l'expert qu'est-ce qui a fait tilt, qu'est-ce qui, dans le processus complexe de traitement des données, a amené à telle ou telle conclusion. Là, la société sera prête. Et également, si on explique utilisation de l'IA pour répondre aux tout venants, aux affections les plus bénignes dans un endroit où c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, et qui, dès que l'affaire est un peu plus complexe, vous renvoie à un médecin et même s'arrange pour que vous soyez considéré comme prioritaire pour avoir un rendez-vous aussitôt que possible et ainsi faire face à la relative pénurie que nous avons dans cette discipline. Là, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable et c'est une utilisation intelligente de la complémentarité entre la machine et l'humain. Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire pour que l'intelligence artificielle soit un axe de développement stratégique en France ? Il reste beaucoup à faire, il ne faut pas se le cacher. En premier lieu, il y a des investissements en termes d'équipement qui manquent en France, qui manquent en Europe de façon générale, sur les grands jeux de données,
sur les infrastructures de calcul. C'est un domaine sur lequel, quand on compare les investissements faits en Amérique et les investissements faits en Europe, jusqu'à ce jour, il y a un différentiel qui se compte en dizaines de milliards. Il y a aussi des questions de filières qui sont délicates. Je veux dire, nous n'avons pas, par exemple, d'industrie autonome pour ce qui est, ou très peu pour ce qui est de la fabrication des composants. Les acteurs pour les processeurs, on a un STM. Les acteurs pour le calcul intensif, on a un Atos. Les acteurs pour l'hébergement, on a un OVH. On n'en a pas beaucoup. Là où, côté américain ou côté asiatique, on en trouve beaucoup qui sont en compétition depuis longtemps. Ici, c'est portions congrues. Il va s'agir d'aider l'écosystème à se fortifier. On a un autre dossier qui est à instruire, c'est celui du débat public, qui sont encore beaucoup, c'est la majorité de nos concitoyens qui se déclarent effrayés par l'intelligence artificielle, qui ont peur de voir leur emploi volé du jour au lendemain par une telle IA, ou qui pensent que ça va être utilisé à des fins maléfiques, ou qui pensent que ça va carrément prendre le contrôle de l'humanité. Alors, et à ça, il faut bien comprendre que, bon, sur le dernier, la prise de contrôle de l'humanité, c'est pas pour demain ni pour après-demain. Sur les autres enjeux, c'est à nous, en tant que société, de faire les bons choix, de décider, de savoir collectivement où on veut aller. Et l'instruction globale, le débat de qualité sera important. À ce sujet, on a en tête que notre rapport sera un rapport public. Il sera aussi consultable par tout le monde et prévu pour être, ou du moins une version sera prévue pour être lisible par le grand public. Parmi les atouts français en la matière, nous avons une très bonne filière de recherche et d'ingénieurs. On a des ingénieurs qui sont très bien formés sur le sujet. Nous avons de très grandes bases de données dans différents secteurs. C'est un héritage des grands monopoles d'État et il convient de pouvoir les exploiter, les obstacles étant parfois légaux, parfois techniques, parfois culturels. Il faudra jouer sur les trois. Nous avons en Europe de façon générale, ce qui de mon point de vue est un avantage, même si tout le monde ne partage pas cette opinion, c'est le fait d'avoir une réglementation européenne maintenant en vigueur qui protège les individus et qui donne des consignes assez strictes sur le respect de la vie privée. Pourquoi je dis que c'est un avantage ? En première approximation, on pourrait dire que c'est un inconvénient parce que ça va freiner la constitution des très grandes de mise en commun de données, de bases de données qui permettront la mise au point de logiciels d'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, ça aura vocation, et c'est fait pour rassurer les concitoyens sur le fait que c'est encadré. L'Europe est le continent dans lequel la puissance publique prend le plus en compte les intérêts privés des concitoyens. Et ça doit être utilisé comme une stratégie de confiance pour développer le domaine, éviter le rejet, permettre aux uns et aux autres de s'approprier la technologie. On va s'arrêter là. Une dernière question, Cédric Villani. Vous avez auditionné, je crois, plus de 200 personnes, il me semble, pour ce rapport qui sera remis donc, au mois de janvier, qui est très attendu. Qu'est-ce que ce rapport ne sera pas ? Ce rapport ne sera pas quelque chose de directif disant voici le chantier numéro 1, 2 et 3 qu'il faut faire. Pas trop vite, ça évolue trop vite. D'une part, ça évolue trop vite. D'autre part, c'est un sujet hautement écosystémique. Ouais. Où les acteurs de formation, les acteurs éducatifs, les acteurs du monde entrepreneur, les startups, les grands groupes, tout le monde a son rôle à jouer et où il convient de, je dirais comme un jardinier, d'arroser l'ensemble de l'écosystème pour que ça croisse bien. Ce rapport ne sera pas non plus juste une façon d'égrener des projets et des cas d'usage. Il s'attachera à dégager des grands principes. Il donnera des listes de cas d'usage, bien sûr, mais il dira bien quels sont les grands principes qui sont derrière l'action qui est à mener. Et puis, ce rapport ne sera pas seulement destiné aux politiques et aux décideurs, il s'adressera à tout le monde parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Merci infiniment d'être passé nous voir, Cédric Villani. Merci beaucoup. On vous applaudit, on vous remercie de votre présence. Et je vous laisse repartir à l'Assemblée nationale.
Première table ronde de l'après-midi. Maintenant, Arnaud va me rejoindre. On va parler des territoires et des collectivités, acteurs clés donc dans la mise en œuvre de la transition énergétique. On commence d'ailleurs cette table ronde qui s'ouvre avec un film. Arnaud.